Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 131. Nous sommes le 22 avril 2025 et je suis Horacio González. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Idriss Newman. Idriss, tu es caché là? Bonjour. Bonjour. Sylvain Wallace. Où es-tu, Sylvain? Bonjour. Et qui se cache derrière ce merveilleux trésor Clever Cloud édition limitée 2025? Ça doit être bien Erwan Rouilleux. Erwan, tu es là? Bonjour à tous. Bonjour. Je suis super content d'être là avec vous pour cet épisode de Massy qui n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, on va faire un épisode spécial autour de la domotique et de Home Assistant. Mais avant de nous lancer, on va faire notre traditionnel tour de table. Allez, Idriss, tu peux nous raconter qui tu es? Tu peux te présenter? Alors moi je suis Idriss Newman, donc à la tête d'une société qui faisait du conseil et du service autour de l'automatisation sur le déploiement sur le cloud, notamment tout ce qui est Kubernetes, etc. Et qui dérive vers de l'édition de logiciels avec une plateforme qui permet de faire à la fois du deployment as a service et du serverless. Voilà. Nickel. Je ne vois pas qu'est-ce que savoir avec la domotique et Home Assistant, mais c'est sûr que tu nous raconteras plus tard. Sylvain, Ouais, et toi? Moi je fais pas de domotique au travail, hein. Je travaille chez Elastic où je suis tech lead dans l'équipe des SDK, donc tout ce qui est librairie client, développeur expérience, etc. Et puis je suis tombé dans Home Assistant il y a 3 ans et demi maintenant, voilà, et j'en suis toujours pas ressorti. Bon. Et Erwan, qui tu es? Et qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis Erwan Rougeux, je travaille pour Clever Cloud depuis maintenant 1 an, tout pile, et je suis en charge de la croissance internationale de Clever Cloud et de promouvoir le cloud d'autonomie stratégique que l'on propose en Europe, dans d'autres pays et sur d'autres continents. Nickel. Et donc, je disais aujourd'hui, épisode spécial autour de Home Assistant en général, de la domotique et de l'idée de contrôler et automatiser des choses que, a priori, on ne contrôle pas ni on n'automatise pas. Donc, déjà, qu'est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est cette histoire de Home Assistant et qu'est-ce que c'est la domotique en général? C'est un mot qu'on a tous entendu depuis longtemps, mais assez souvent, ça se limite à pouvoir lever les volets quand il fait jour et les baisser quand il fait nuit. Mais c'est déjà bien ça. Alors domotique, l'étymologie ça vient de domo, la maison, et éthique, informatique, électronique, toutes les TIC, hein. Donc c'est automatiser les choses dans sa maison. Alors effectivement, ça commence par des choses aussi bêtes que alors on peut ramener ça peut-être à est-ce qu'une alarme par exemple qui a un transmetteur téléphonique qui se déclenche, qui t'appelle sur ton téléphone quand il y a une alarme, ça c'est peut-être déjà la phase 0 de la domotique en fait, tu vois, c'est et puis après il y a des choses plus évoluées, genre la station météo qui va t'alerter quand l'orage arrive et des choses comme ça, quoi. Et puis après tu pilotes les lumières, tu pilotes la musique, tu déclenches la ventilation, tu fermes ton canapé comme Erwan nous l'expliquera, et tout un tas de trucs comme ça. Et tu finis par effrayer des sangliers, si j'ai bien compris. Oui, alors là c'est de la domotique, on n'est plus dans le domo, on est dans le jardin là, tu vois, ça c'est mais le jardin étant autour de la maison, ça fait toujours partie de la domotique, ça c'est. Oh. Et après le jardin, moi je pourrais parler des champs et des serres. Oui. Oh, intéressant. Voilà. Et Home Assistant, Dans la maison, mais voilà. Home Assistant, on a déjà parlé quelques fois ici, mais Erwan, tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est? Home Assistant, qu'est-ce que c'est? Home Assistant, c'est une solution qui se veut comme un hub où on va pouvoir connecter tout plein de choses ensemble pour les réunir dans une seule interface. Et c'est vraiment ça l'avantage de Home Assistant, c'est que contrairement à d'autres solutions qui sont compatibles, par exemple acheter la box Somfy, la box Somfy te permet de gérer que tes volets Somfy et ou tous les protocoles Somfy adéquats. Tu veux gérer du Philips Hue avec, ça va être un petit peu plus compliqué, ça va être certaines versions des ampoules Philips qui vont marcher, etc. L'idée de Home Assistant, c'est de tout réunir sur une seule plateforme, mais
des milliers d'entités. Moi, à l'heure actuelle, j'en suis, là, je regardais à plus de 2600 entités sur mon Home Assistant. Donc, toutes ne sont pas utilisées, hein. Mais l'idée, c'est bien de se dire que, en fonction de certains capteurs qu'on commence à stocker de façon X ou Y, on va pouvoir interagir avec d'autres capteurs, d'autres technologies. On parle beaucoup de Matter, le nouveau protocole en ce moment qui se veut justement pour briser les frontières de protocoles propriétaires. Eh ben, Home Assistant se veut vraiment comme étant le hub universel où tout le monde se réunit dessus. Pour ceux qui sont un peu jeunes comme moi, vous vous souvenez peut-être d'une version de Linux qui s'appelait Linux MCE, Linux Media Center Edition, qui avait été développée dans les années 2010 avec beaucoup de Java, de Tomcat, un truc, c'était un enfer à paramétrer, mais qui commençait à faire les prémices de l'idée d'une salle de cinéma où tu sais, tu lances le film, les lumières s'éteignent, on te téléphone à l'interphone, ça fait pause à ton film et ça te permet de voir qui t'appelle. Tu avais le follow-up qui te permettait de te suivre. Enfin, il y avait déjà pas mal de briques et d'idées. Ensuite, on a tous connu d'autres solutions comme JDOM ou OpenHub qui sont partis sur cette même veine. Moi, j'ai pas mal utilisé à une époque Domotiz. Je sais pas si ça existe encore, mais très vite, en fait, je me suis retrouvé limité. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire les choses à ma façon, correspondre à mes délires à moi. Dans la réalité, dès que tu veux mettre les mains dans le cambouis et que tu voulais faire des trucs, t'étais parti à coder un plugin, à coder des choses, et c'était long et fastidieux. Home Assistant, grosse communauté, donc déjà, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Un gros legacy Python qui tourne, donc qui est un langage qui est quand même assez universel et maintenant maîtrisé par beaucoup de monde. Et donc du coup, moi ça fait depuis un petit moment que j'ai migré sur Home Assistant, depuis 2018, si je dis pas de bêtises. Et j'en suis extrêmement satisfait. Ils ont fait d'énormes progrès. Là, on le voit avec l'arrivée des modules vocaux, l'intégration des LLM, etc. Et vraiment, avec cet outil-là, j'ai réussi enfin à avoir une solution complète qui gère toute ma maison. Et quand je vous dis qu'elle gère toute ma maison, c'est vraiment tout qui est connecté, mais aussi la capacité d'avoir ce que je vais appeler un fallback, qui est que si ma femme elle a besoin d'utiliser les boutons parce qu'elle n'a pas son téléphone ou parce que ma petite qui est trop jeune, je vais pas lui laisser une tablette ou un téléphone, elle a besoin d'interagir avec la maison, ça marche aussi. Et ça, c'est vraiment pour moi la grosse force de Home Assistant, c'est que tu vas pouvoir le modeler à ton besoin. Et je me souviens au Clever Cloud Fest, on a été plusieurs à discuter de Home Assistant entre deux petites coupettes de champagne. On avait tous Home Assistant, mais aucun n'avait le même dashboard. Mais c'était le jour et la nuit pour tout le monde, quoi. Et c'était vachement intéressant pour ça. Et vraiment, c'est une solution qui est open source, bien pensée, avec une grosse communauté autour. Si t'es pas satisfait de l'UX, t'as des thèmes qui existent, t'as de nouveaux types de cartes qui existent. Parce qu'au début, je vais pas vous mentir que le premier factoring de notre ami Home Assistant, il n'était pas spécialement responsive design ou alors en bloc à l'ancienne. Là, maintenant, la nouvelle version avec maçonnerie est quand même beaucoup plus souple et agréable et vraiment facilement prenable en main pour n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'être développeur depuis 15 ans, 20 ans pour prendre l'outil en main. Si vous voulez le faire au clic bouton, vous pouvez. Si vous voulez scripter, vous pouvez. Il y a vraiment à chaque fois ces deux modes qui sont proposés. Tu as la flemme de te taper tout le guide, et tu as le YALM que tu peux copier-coller et puis après mettre dessus. Il y a des gens qui font des blueprints. Alors ça, si vous ne connaissez pas les blueprints, c'est juste extraordinaire. Ils sont pour le moment cachés dans le forum de Home Assistant. Mais l'avantage du blueprint, c'est que il y a des gens qui ont réfléchi des automatisations, des fois très poussées, et qui les ont rendues configurables pour n'importe qui. Une que je trouve extraordinaire de blueprint, c'est celui qui gère tout mon système d'arrosage à la maison. J'ai une sonde Gardena qui est plantée dans le sol, qui prend l'humidité du sol et la température. Un
un interrupteur qui permet de contrôler si l'eau est ouverte ou éteinte, pour mon circuit de flotte dans des tuyaux avec des gouttes à gouttes, des machins, des bidules, et tu lui indiques différentes sources météo. Si tu as une station météo, tu lui indiques. Si des fois, comme moi, tu n'as pas de station météo, tu lui indiques le Météo France, j'allais dire Air France, pas la même chose. Météo France, il est capable de savoir quand est-ce qu'il a plu, combien il a plu à peu près dans la région. Pour vous donner un ordre d'idée, ce système, je l'ai mis en place l'année dernière. J'ai aucune plante qui est morte, ce qui est un miracle chez moi. Et surtout, j'ai fait 50% d'économie de flotte. Donc, dans un monde ou un contexte où on nous bassine sur l'usage, les ressources et tout ça, c'est juste en or, quoi. Il y a une petite question de Breton de base. Vous m'entendez? Oui. Ok. Une petite question de Breton de base. C'est quoi l'arrosage et pourquoi tu fais ça dans ton jardin? Mais bon, à part ça, il y a une question un peu plus sérieuse. Imaginons que j'ai envie de me lancer dans la domotique avec un petit projet pas trop compliqué. Par exemple, je voudrais être capable, de piloter la lumière de ma véranda pour que ça s'allume quand je vais rentrer à la maison ce soir après la séance de finish dev et ne pas, que ça s'allume, je peux l'allumer de ma voiture et au moment où j'y arrive. Et là, je commence à penser comment je vais faire. Je passe dans un magasin de bricolage type Leroy Merlin, un Castorama, un Conforama, un Castorama, un truc comme ça, et je vois plein de matos, mais ma question c'est, est-ce qu'on peut prendre n'importe quoi comme matos pour automatiser? Comment on peut être sûr que ça va marcher et avec Home Assistant et avec d'autres matos? Je veux dire, un projet informatique, ça semble plus simple pour nous, mais un projet comme ça, où on voit en plus qu'il y a plein de marques qui, vu de l'extérieur, ça semble des écosystèmes fermés. Comment on fait pour démarrer sans trop se tromper et sans trop s'enfermer? Alors là-dessus, tu parlais d'écosystème fermé, il faut distinguer effectivement. Alors quand tu vas chez Leroy Merlin, tu vas tomber au système électricité domotique et tu vas trouver des appareils qui vont te permettre de piloter par exemple des prises électriques à distance. Donc on va dire en gros, il y a deux grandes catégories. Tu as ceux qui fonctionnent avec, tu as la télécommande qui est vendue avec le boîtier, ça c'est des trucs on va dire propriétaires, hein, ça utilise de l'ARF en 433 MHz, mais c'est pas ouvert. Et puis après, tu as des boîtes où tu as le petit logo Zigbee. Notamment chez Lexman, donc la marque électricité de chez Leroy Merlin, ils ont toute une gamme de périphériques où tu trouves ce petit logo Zigbee et ça t'assure une interopérabilité avec tout l'écosystème domotique. Alors la condition c'est qu'il faut que tu aies un dongle, une clé Zigbee sur ton ordinateur qui fait tourner Home Assistant, de la même façon que dans le temps, tu sais, on avait les clés Wi-Fi. Il te faut une clé Zigbee. Et à partir de là, tes équipements vont apparaître dans Home Assistant. Donc, tu vas avoir un interrupteur, tu vas avoir des capteurs, les interrupteurs, tu as les capteurs d'ouverture pour les portes, tu as qu'est-ce que j'ai en Zigbee moi, des températures, humidité, tu as les prises connectées évidemment. Alors les prises connectées c'est intéressant parce que non seulement elles font interrupteur on/off, mais elles mesurent aussi la puissance. Donc comme ça tu peux surveiller combien consomment tes équipements électriques. Au passage, Ikea a une gamme Zigbee qui est fantastique et qui vaut rien. C'est surprenant, mais voilà, si tu veux des interrupteurs, des boutons poussoirs et des ampoules Zigbee, Ikea, voilà, c'est aussi bête que ça. Voilà. Pour introduire un peu, qu'est-ce que c'est exactement Zigbee? C'est un protocole? C'est un protocole. Donc ça fonctionne en 2,4 GHz comme le Wi-Fi. Alors c'est un 802.3. Je sais plus quoi. Enfin c'est une norme radiofréquence qui est conçue pour de la basse consommation et des réseaux bas débit mesh. C'est-à-dire qu'en gros tu as des équipements qui vont pouvoir être. Alors tu as ce qu'on appelle le coordinateur, qui est la clé Zigbee dont je parlais. Tu vas avoir des équipements qui sont connectés en permanence sur le secteur. Typiquement, les prises électriques jouent le rôle de routeur, c'est-à-dire qu'elles vont
augmenter la surface de ton réseau. Et à la fin, tu as des équipements qui, eux, fonctionnent sur batterie. Typiquement, capteur d'ouverture, capteur de température et tout ça. Eux, ils sont uniquement device terminal et ils se contentent d'être connectés au réseau. Une des caractéristiques de Zigbee, c'est que la connexion, elle est intermittente. Typiquement, un capteur de température, il va envoyer sa mesure une fois toutes les minutes, par exemple, et puis après, il s'endort. Ce qui fait que les piles durent des années. Voilà, donc tu crées comme ça un réseau mesh en fait dans ta maison, et moi il va jusqu'au fond du jardin en fait, en mettant quelques coordinateurs bien placés. Et il y a d'autres caractéristiques. Vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie. Il y a d'autres caractéristiques aussi que tu peux regarder sur les différentes marques et les différents constructeurs d'objets si tu veux faire ton choix. Moi, il y a deux trucs que je regarde. Déjà, je regarde s'il y a une API pour les développeurs qui est ouverte. Généralement, c'est signe qu'il y a une grande probabilité qu'elle soit intégrée dans les systèmes comme Home Assistant, etc. Et que si c'est pas le cas, tu peux toujours le faire en fait en faisant toi-même le bridge entre ton Home Assistant et l'API qui permet de déclencher les capteurs et les actionneurs. Donc prenons Philips Hue par exemple, t'as une API publique qui est documentée, etc. Et l'autre chose aussi, c'est dans le pire des cas, il y a aussi des capteurs qui sont beaucoup plus bas niveau. Donc tout à l'heure, je montrais par exemple un DHT22. Mais ça peut être ça. Là, on sait qu'on va pouvoir aussi soi-même les programmer avec des cartes type SP32 ou Arduino, etc. Donc, il y a différents niveaux d'IoT. Comme disait Sylvain, il y a ceux qui sont dans l'écosystème Zigbee, etc. Après, tu as ceux qui ont des API ouvertes et ceux qui sont très très bas niveau qu'on peut soi-même brancher et programmer sur des cartes programmables. Ce que dit Idriss est intéressant, c'est-à-dire que quand moi je me trouve confronté à un équipement intéressant qui est pas sur une norme ouverte type Zigbee, moi ce que je vais faire, c'est que je vais voir sur le site d'Home Assistant, je clique sur intégration et je cherche le device. S'il est là-dedans, c'est bon, j'achète direct, parce que ça veut dire qu'il y a une communauté. Si c'est pas le cas, je vais voir dans les forums de Home Assistant. Il y a toutes les chances que quelqu'un ait déjà hacké le truc et qu'il y ait une extension peut-être non officielle mais qui fonctionne pour ce truc-là. Et s'il y a rien, à ce moment-là, je le laisse en rayon. Voilà. Ouais. Perso, j'ai pris ce réflexe-là même de chercher les API directement, parce que un des premiers projets IoT sur lequel je travaillais, c'était un projet de la Poste justement qui est en 2015-2016. Ils sont même allés au CES de Las Vegas pour ça. C'était de faire justement une plateforme universelle pour interconnecter les objets connectés. Donc ça s'appelait le hub numérique. Il y a encore des traces. J'ai laissé un lien, etc. Et le but c'était en fait de faire une sorte de bridge entre les différentes API. Donc par exemple, vous aviez à cette époque-là, c'était la grande mode des Netatmo, des Philips Hue, etc. Et il y avait même Arcos qui faisait des trucs, donc Arcos a disparu, je crois, je sais même pas si la marque existe encore, mais et du coup c'était de faire une plateforme où on définissait des ressources en API de type actionneur ou capteur, et après on interconnectait ça avec les API des différents constructeurs d'objets connectés, et on avait la même plateforme qui permettait d'actionner des objets d'une marque en fonction des mesures récupérées par les sensors, enfin les capteurs d'une autre marque par exemple. Donc à partir du moment où on sait que les API pour déclencher, pour recevoir des datas de l'objet sont documentées, même si c'est pas officiellement dans la liste des choses supportées, il y a toujours moyen de moyenner, donc voilà. Donc ça c'est le réflexe que j'aurais, c'est plus d'aller directement regarder s'il y a une API pour actionner ou pour récupérer les datas sur l'objet directement. Alors, là, tu touches un point intéressant, Idriss, là, les notions d'API. Quand on fait sa domotique, moi je vais privilégier aussi les équipements qui sont accessibles localement, c'est-à-dire qui ne dépendent pas d'un service cloud. Ouais. Parce que le service cloud déjà nécessite d'avoir une connexion Internet. Moi, ma maison, je veux qu'elle puisse fonctionner même si la fibre est coupée. Alors, quand il n'y a plus d'électricité, c'est une autre histoire. Mais au moins, si jamais Internet est en rade, je veux pouvoir que ça continue à fonctionner. Et puis, l'autre aspect, c'est, on l'a vu à de nombreuses reprises, c'est que les boîtes, elles ont une durée de vie limitée. Et si l'équipement ne peut fonctionner
fonctionner qu'avec un service cloud, quand la boîte coule, eh ben l'outil s'arrête l'objet s'arrête de fonctionner. Donc c'est pour ça que autant que possible, sauf si le device est vraiment super, il faut s'efforcer d'avoir une connexion locale. Alors ce qui est intéressant, c'est que les gens dans la communauté Home Assistant, même si officiellement il n'y a pas d'API local, bien souvent ils vont s'arranger pour faire un petit reverse engineering, aller voir ce qui passe sur les tuyaux et puis permettre un contrôle local. Ouais. On peut citer Local Tuya pour ça, qui marche vraiment très bien. Moi, j'ai flashé le robot aspirateur Roborock pour qu'il utilise un firmware local. Juste pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un pare-feu à la maison parce que voilà, je suis parano. C'était à l'heure quasiment 7 mégas et demi qui étaient envoyés par le robot en direction d'adresse IP chinoise. Qu'est-ce que mon robot aspirateur fou a envoyé 7 mégas à l'heure? Voilà, je la pose comme ça, sans aucune accusation ni complotisme. La question est là. Pourquoi à un moment, mon robot qui se déclenche juste à la même heure tous les jours pour faire le tour de la cuisine et s'assurer que c'est à peu près propre, a besoin de communiquer à l'entreprise les datas, sachant qu'il y a caméra, micro dessus. Voilà, je vous la pose là. Un truc intéressant à ce sujet, et là on revient un peu plus haut niveau sur le projet Home Assistant. La philosophie du truc, c'est dire il faut qu'on puisse être maître de ce qu'on achète. Et donc vraiment la philo qui est affichée partout sur Home Assistant, c'est local control, privacy des données. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé, donc une fois que le projet Home Assistant a démarré, ils ont créé la Open Home Foundation, qui est une fondation à but non lucratif, et qui maintenant, depuis quelques semaines, hein, ça a été fait là. Alors avant soutenait le projet Home Assistant, maintenant est carrément propriétaire du projet Home Assistant. Ça a été annoncé, je crois, début avril, ça. Donc, ils garantissent comme ça l'indépendance du projet. Il est dans une fondation, et cette fondation accueille aussi d'autres projets qui font partie de l'écosystème Home Assistant, dont on reparlera, qui est Music Assistant. La façon dont moi je définirais Home Assistant et ce qui va autour, c'est dire on veut être maître de nos équipements, et comme tu disais, Erwan, c'est vraiment un hub, c'est-à-dire que ça va être une panoplie de connecteurs pour aller récupérer de l'info ou agir sur des équipements, et une panoplie de visualisation pour faire ses dashboards comme on a envie de le faire, et tout un ensemble de fonctionnalités pour connecter les deux, automatiser tout ça, quoi. Alors les automatismes, on peut les faire avec une jolie IHM si on n'est pas trop technicien, mais il y a aussi des extensions, on peut se les coder en Python si on a envie, hein. Ça c'est pas un souci pour les scénarios compliqués. Et il y a une chose que, pour répondre à ce que tu disais, Horatio, à un moment, par quel bout de la bobine je déplie mon idée de me lancer dans la domotique? C'est ça. Moi, j'ai commencé à la base tout simple en disant j'ai besoin de contrôler les lumières et les volets de la maison. Et puis après, j'ai rajouté, tiens, il faudrait que je me fasse le chauffage, qui a été un petit peu plus compliqué parce que protocole fermé et qu'il a fallu pirater la chaudière. Mais on a la possibilité. En fait, moi, je le vois vraiment comme un gâteau multicouche. Tu commences par ce que tu as besoin, qui te rend réellement service et qui t'apporte un confort de vie. Et encore une fois, ce confort de vie, il n'est pas gadget. Parce que quand je présente la domotique aux gens, ils disent oui, c'est très bien, tu peux allumer les lumières et éteindre le truc. Mais quand tu rentres chez toi, que tu as les mains pleines de courses, ou que tu as le gamin qui est en train de faire des conneries, ou je ne sais quoi, parce qu'on a des vies qui sont compliquées et riches, rien que le truc qui te fait gagner 5 minutes dans ta vie, c'est 5 minutes que tu peux mettre à autre chose. Et ça, là-dessus, c'est vraiment impressionnant parce que Home Assistant, t'es pas obligé d'avoir toute ta maison qui est domotisée. Tu commences secteur par secteur, les choses que tu as besoin. Là, par exemple, là, j'ai fini de faire le dressing enfin pour madame. D'ailleurs, si tu nous écoutes, tu peux dire merci. Et j'ai mis, c'est du Ikea, et j'ai mis justement le truc Zigbee Ikea. Et il a été codé. Ce matin, je m'habille pour partir à un rendez-vous professionnel, donc costume, cravate, j'allume le dressing. Forcément, ça met de la lumière partout dans la chambre. Première remarque de ma femme, c'est « Pourquoi tu l'as pas mis avec le cycle circadien, ces lumières? Parce que là, tu me défonces les yeux. » Vous voyez le truc, c'est-à-dire que tu mets des choses et puis après, tu dis « Ah putain, il faudrait que je rajoute ça en plus. Ah tiens, je pourrais rajouter ça en plus. » Et puis après, tu te retrouves avec plein de connecteurs, capteurs. Puis après, tu te dis, oui, mais en fait, quand je fais ça, ce serait bien que ça fasse ça.
Et en fait, j'ai fait ça. Tu veux dire que tu commences par un tout petit peu et après ça toc toc toc, ça te bouffe complètement. Voilà. Alors tu commences déjà Home Assistant, tu l'installes, il va scanner le réseau, tous les équipements qui sont en 0conf, tu sais là, bonjour sur Mac, il va te dire ah tiens j'ai vu que tu as une Chromecast, ah tiens j'ai vu que tu as une Freebox, est-ce que tu veux que je te montre la Freebox? Et automatiquement il va te dire ah bah tiens il y a ton téléphone qui est connecté sur la Freebox. Est-ce que tu veux avoir la notion de présence, c'est-à-dire que si ton téléphone est connecté sur la Freebox, le Wi-Fi de la Freebox, bah tu vas savoir que la personne est à la maison. Et de là tu te dis ah tiens, si je sais que je suis à la maison, peut-être que je peux faire des choses associées à ça, genre des systèmes d'alarme, tu vois, des choses comme ça. Et puis après, de là, ça te donne des idées. Et puis tu commences à monitorer. La Freebox te montre le débit montant et descendant, bah, tu vas commencer à le monitorer. Ah bah tiens, j'ai un graphe. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça cause ce truc-là la nuit, quoi? Et comme on dit toujours, hein, que le monitoring fait que bah, tu veux comprendre, ça te fait découvrir des choses. Et puis petit à petit, tu vas avoir envie, besoin ou pas besoin, mais envie surtout de rajouter des choses. Et pour moi, la première chose, effectivement, c'est du Zigbee, parce que là, tu vas pouvoir commencer à agir sur le monde réel. Tu vois, et plus tard, bah, tu te fais tes microcontrôleurs, tes trucs complètement custom, etc. Donc voilà, il y a un chemin en fait. Hein. On n'est pas obligé de se dire oh là là, ça va être compliqué, il faut que je cherche le fer à souder. Pas du tout. So, l'étape 0, c'est s'installer Home Assistant. C'est ça. Alors, où est-ce qu'on l'installe? Dans un Raspberry comme ça ou dans un... Il faut quoi pour l'installer? C'est quoi? Ça demande beaucoup de ressources? Moi, mon conseil, ça serait de prendre un Raspberry Pi. Moi, j'ai un Raspberry Pi 4 qui traînait, voilà, c'est qui traînait dans chez moi, avec un petit SSD. Donc moi, j'avais un SSD de 256 Go qui était là aussi. Pourquoi? Parce que sinon, il écrit sur la carte SD. Et les cartes SD, on sait qu'elles aiment pas trop les écritures intensives. Donc on lui met un SSD. Et alors, Home Assistant, ils ont fait une distribution Linux spécialisée pour Home Assistant. Donc en gros, elle est spécialisée de façon à être sur une partition read-only qui peut être sur la carte SD du Raspberry Pi et les données sur le SSD. Et tout ça fonctionne dans des conteneurs Docker. Donc en gros, il y a une distribution Linux minimale qui est basée sur Buildroot, qui est les distributions embarquées. Et de là, ils ont un truc qui s'appelle le supervisor. Alors c'est un petit peu... est-ce que ça serait un API serveur de Kubernetes? Non, peut-être pas quand même jusqu'à ce point-là, quoi. Mais c'est plutôt du niveau Docker Compose, on va dire, un petit peu, quoi. Et il va spawner les conteneurs pour les différents services. Alors au début, il y en a qu'un seul, c'est Home Assistant. Et puis petit à petit aussi, on va rajouter des extensions. Comme Music Assistant, comme les systèmes de text-to-speech, comme différents plugins. Et alors, moi j'ai ça depuis 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que moi je suis dev, je suis pas admin 6. L'admin 6, quand j'ai besoin d'en faire au boulot, c'est déjà suffisamment compliqué pour moi. J'ai pas envie d'en faire à la maison. À la maison, je veux que ça marche. Donc, j'ai pris cette distribution-là, je l'ai installée, je fais les mises à jour tous les mois parce qu'il y a une version par mois de Home Assistant. Terminé. Il fait les sauvegardes automatiquement. Je n'ai jamais eu aucun souci. Et je précise que quand il y a des failles de sécurité, parce qu'il y a des mineurs qui sortent, enfin des mises à jour mineures qui sortent de temps en temps, quand il y a des grosses failles de sécurité, ils t'imposent la mise à jour. Oui. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et moi, j'ai pas fait ce choix-là de Raspberry Pi parce qu'en fait, j'en avais marre d'en avoir qui crament, des cartes SD qui étaient corrompues et tout. Moi, au début, je l'avais installé sur mon NAS Sino. Et je me suis fait mon Docker Compose à moi. Ce qui fait que j'ai pas les add-ons, la capacité d'installer les add-ons directement depuis Home Assistant. Mais bon, tu copies-colles le Docker Compose et tu te mets à côté et tu te déplies. D'ailleurs, je pourrais donner à la communauté les exemples de mon Docker Compose pour vous montrer ma stack de domotique qui est composée à l'heure actuelle de 23 services. Ah oui, bah, si tu veux mettre ça sur un GitHub quelconque, je suis sûr qu'il y aura des gens qui seront intéressés. Donc, en gros, l'installation de Home Assistant, ça va de je mets la carte SD dans le Raspberry Pi, c'est tout, jusqu'à pip installe Home Assistant et tu te fais les fichiers de conf à la main, quoi. Tu vois, ça c'est, tu as toutes ces solutions là. Moi je suis feignant, j'ai préféré la version prête à consommer. Moi, je templétise les Docker Compose avec du Jinja, du Ansible. Voilà. Voilà.
Et sinon, oui, par rapport à ce que tu disais, je crois que c'est à partir de la version 4, effectivement, qu'on peut remplacer les cartes SD par des SSD bootables. Donc, si vous cherchez une version de Raspberry Pi fiable, je dirais aussi à partir de la version 4. Je suis pas sûr que la 3, elle peut booter sur des SSD. Ouais. Je crois pas. Donc, ça grille, voilà. Donc moi ça boot sur une carte SD, hein, sachant que l'image disque elle est read only, donc il n'y a rien qui s'écrit dessus et toutes les données sont sur le SSD. Donc d'accord. N'hésitez pas, moi si je peux donner un conseil pour ceux qui touchent un peu la conf, réseau et ces choses-là, de vous créer un SSID, un VLAN dédié à l'IoT. Moi, c'est quand ça a commencé à déborder de partout, donc j'ai un schéma pour gérer la maison, parce qu'au bout d'un moment, tu rajoutes des entités et des machins, c'était quoi l'adresse IP, c'était quoi l'adresse MAC du bordel, du machin. Commencez à faire un petit bout de documentation. Je sais que c'est un gros mot dans notre métier de faire de la documentation, qu'on n'aime pas ça, mais dans la réalité, c'est vachement pratique, donc n'hésitez pas, dès le début, si vous pouvez, à bien enfermer les choses. Moi, je vais pas vous mentir que j'ai pas mal de devices qui sont achetés sur Alibaba, AliExpress et autres, pour lesquels je les aime bien dans un réseau particulier avec des règles de pare-feu particuliers. Je comprends. Donc, tu as dans ton système domotique des devices auxquels tu ne fais pas spécialement confiance, parce que ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut acheter toujours des marques, ou est-ce que des fois, on voit ces trucs-là sur AliExpress qui pourraient être une solution? Est-ce qu'on les prend, même si on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'il va faire avec toutes ces données, par exemple? Alors moi, j'ai deux réponses là-dessus. Alors, je pense qu'on a les mêmes, vas-y. Ouais. Première réponse, je préfère du Zigbee à du Wi-Fi. Pourquoi ? Parce que Zigbee est un réseau intégralement à part. Wi-Fi en plus, si tu as des équipements qui sont un petit peu bavards, ils vont contribuer à la saturation de ton access point. Et puis aussi, comme disait le coup du robot aspirateur d'Erwan, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Donc en gros, ils sont connectés à l'internet et aussi à ton réseau, sauf si tu les isoles sur un VLAN. Donc première chose, privilégier du Zigbee, qui est vraiment un réseau qui restera dans la maison et qui te garantit que ça sortira pas à l'extérieur, au Wi-Fi. Deuxième chose, les AliExpress. Je ne prends rien qui est connecté au 220 en permanence chez AliExpress. Parce que typiquement, une prise connectée, c'est quelque chose qui est connecté au 220 en permanence. Si t'as pas la norme CE, si t'as pas un truc qui est garanti avec une qualité de fabrication correcte, tu peux mettre le feu à ta maison. Hein. Donc, et si c'est le cas, tu n'as aucun recours puisque tu n'as pas de distributeur en France ou en Europe contre qui t'es retourné pour les assurances. Donc, tout ce qui est capteur de température, machin, etc., on peut acheter sur AliExpress des trucs un peu random, c'est pas un souci. Si ça fonctionne sur batterie, allez-y sans problème. Un truc est connecté au 220 en permanence, il faut que ce soit disponible en France. Alors, ce qui n'empêche pas éventuellement de l'acheter sur les boutiques officielles chez AliExpress. Je pense notamment à un fabricant que j'aime bien qui est Sonoff, qui font plein de trucs intéressants. On les trouve dans les magasins français. On les trouve aussi sur leur boutique sur AliExpress, la boutique officielle, j'entends, hein, parce qu'il y a des clones. C'est le même équipement, hein, donc c'est quand même moins cher chez AliExpress. Donc moi j'ai tendance à le prendre là. Mais voilà, 220, attention, faut pas foutre le feu à la maison. Voilà. Et le Sonoff, si je peux rajouter, ont un truc qui est super bien, c'est que pendant très longtemps, ils ont ouvert leur documentation et il y a beaucoup de gens qui disaient, bah voilà, si vous voulez le flasher, si vous voulez le rendre local, vous pouvez. Et du coup, tu as la capacité très facilement de supprimer le firmware original pour mettre ton firmware à toi qui sera peut-être plus respectueux de ta vie privée. Très facilement, hein. Encore une fois, c'est des choses que tu trouves sur Internet et tu appliques. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un G électrotechnique pour y arriver. Et après, je rejoins ce que tu disais aussi. Il y a pas mal d'objets qui sont des backdoors, même sur des marques qui sont couramment achetées, même par des municipalités, notamment sur les caméras connectées, etc. Il y avait un live intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez Émile Etor. Si ça vous parle ce nom. Pas du tout. C'est un ingé qui bosse actuellement à la BNP et qui est connu pour être contributeur dans OpenBSD si je me trompe pas. Emile NB, il s'appelle sur les réseaux, un truc comme ça. Il s'amuse à faire des lives hebdomadaires et puis il s'était amusé à
Bah, en gros, il y a des gens qui le pingent pour lui dire regarde ça, ce code il est un peu chelou. Et puis ils avaient regardé un peu le code d'une des caméras qui était très connue. J'ai oublié si c'était du Xiaomi ou autre chose. Et puis s'était amusé à remonter les pistes et tu trouvais effectivement que ça uploadait des photos sur du Alibaba Cloud avec de l'object storage, etc. Et ils avaient même réussi à choper les photos des constructeurs de la caméra. Sur l'object storage. Donc ils avaient passé toute une soirée là-dessus et je pense que le live il est encore en ligne sur YouTube. Donc effectivement grosse méfiance, surtout sur les devices qui ont des vidéos, des caméras, des choses comme ça. Voilà. De toute façon, on ne le répétera jamais assez, mais le cloud, ce n'est que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Mais là, tu ne doutes pas que ça envoie des trucs sur le cloud puisque c'est ton réseau local. Dès que c'est connecté au Wi-Fi, tu peux être sûr qu'à un moment ça parle. Ouais. Et ça, c'est le problème qu'on vit à notre époque. Et c'est ça, moi, qui m'énerve le plus, c'est que beaucoup de gens qui fabriquent des appliances, que ça soit ton lave-vaisselle, ta machine à laver, ton thermostat, maintenant te rajoutent une couche d'IoT. Ils te la vendent plus cher parce que tu comprends. IoT, Internet of Things, c'est-à-dire la domotique, l'Internet des objets, voilà. Et en fait, ils font ça parce que eux, ça leur évite de développer une interface humaine. Parce que tout le monde a un smartphone, tu comprends? Donc, c'est plus facile de builder une application qui te permettra de contrôler ton device X, Y ou Z. Sauf que le problème, moi, j'ai ça actuellement avec mon Airfry. Le truc, à part me spammer de la pub matin, midi et soir que je ne veux pas pour contrôler mon putain d'Airfry, désolé pour le gros mot, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de me servir de l'application. Donc heureusement, j'ai Home Assistant, donc j'ai pété l'Airfry et j'ai fabriqué un petit script Python pour contrôler mon Airfry pour ne plus avoir cette application qui m'envoie de la pub. Et après, vous pourrez me dire, oui, mais tu peux désactiver les notifications. Oui, mais dès que je désactive les notifications, dès que le plat il est prêt, il me notifie plus. Donc en fait, j'ai pas le choix d'être pieds et poings liés avec la personne qui a développé le device, où eux, ils ne font même plus l'effort de développer jusqu'au bout leur appliance pour avoir un accès humain directement à la machine. Et j'ai ça même sur la machine à laver. Il y a des programmes, je suis obligé de les charger d'Internet pour les mettre sur la machine à laver. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors que c'est juste un JSON qui lui dit, quelle température, combien de temps et quel essorage. Je veux dire. C'est intéressant ce que tu dis parce que nous on est en train de refaire la cuisine là et donc on allait alors pour remplacer une cuisine qui a plus de 25 ans hein, donc il y avait des boutons qu'on tourne avec la main hein, et donc on va au rayon électroménager et il y a des fours typiquement il y a marqué Wi-Fi dessus et puis tu l'allumes t'as l'impression de te retrouver devant une tablette Android donc ça moi j'ai beau être un super techos etc c'est net ça parce que déjà Wi-Fi, le four, moi, je l'achète pour 20 ans. Hein. Donc déjà, la tablette qui est là, les résistances qui chauffent, elles vont durer 20 ans. J'ai pas de souci. Par contre, la tablette et tout le microcontrôleur et tout le merdier qui est derrière, combien de temps ça va durer? Et quand ça crame, voilà. Qu'est-ce que je fais quand ça a cramé ce truc-là, quoi? Donc moi, mon four, je veux qu'il ait des boutons, quoi. Ça c'est. C'était aussi mon cas. J'ai acheté un four il y a 6 mois. Tous les fours d'une certaine gamme étaient Wi-Fi partout et on a passé un bon moment pour trouver un qui avait encore les commandes analogiques sur lesquelles on pouvait tout contrôler, en plus de Wi-Fi, parce que je ne trouvais pas de modèle sans Wi-Fi, mais au moins tu pouvais faire tout par les commandes classiques, mais ça devient compliqué. Voilà, et puis après tu as aussi les fours qui soi-disant pour te faciliter la vie vont avoir un programme poulet, pizza, machin, etc. Mais comment il sait comment je le cuis mon poulet quoi et en fait les modes préconfigurés sont ceux qui sont directement accessibles. Si tu veux passer en mode manuel, c'est caché derrière 3 sous-menus, c'est compliqué. Le mien s'appelle mode expert. Je me suis rendu compte que j'étais expert en cuisine, tu vois. Waouh. Pourquoi? Parce que tu sais régler la température et la durée, c'est ça? C'est ça. C'est des paramètres. 3 si tu veux la chaleur tournante ou pas. C'est ça. Et tu joues avec les 3 paramètres et tu arrives à être expert en cuisine. J'arrive à faire un poulet. C'est magique. Mais dans la réalité, moi je sais pas vous, mais moi j'ai des trucs, que ça soit la machine à laver, le lave-vaisselle, le machin, le bidule, 25 programmes de la réalité, mais
Alors moi, j'en lance qu'un de programme. Ouais, pareil. Je veux dire, à part des fois, c'est ça. À aucun moment tu vas tous les utiliser ces programmes. Enfin, j'en ai un sur la machine à laver. C'est pour laver les costumes des enfants, tu vois, de déguisement de carnaval. Un programme de déguisement de carnaval. Waouh! Oui, mais attends, est-ce que tu sais comment on lave les costumes de carnaval? Ta machine, elle sait quoi. Hein, ça c'est. Alors, je vais pas te mentir, j'ai intercepté le JSON et je peux te confirmer que c'est soin du linge délicat, 15 minutes, pas d'essorage. Voilà, je le donne à la communauté, c'est cadeau. Mais voilà, on en arrive au bout d'un moment où, tu sais, il y a le côté, c'est connecté au Wi-Fi. Tu vois, c'est comme ta voiture qui va avoir l'Android. Tu vois, au bout d'un moment, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou c'est l'illusion du progrès? Je sais pas, s'il avait une vraie API, je serais plus content, mais je suis peut-être bizarre. Mais ou à la limite, ça reste à la logique et c'est toi qui t'arranges pour le programmer en rajoutant toi-même ta carte programmable. Je trouve ça beaucoup plus fun. Moi, j'ai étendu pas mal de trucs, surtout dans la salle cinéma, où c'est pas mal de ports parallèles, tu sais, du RS-232 et compagnie et tout. Et j'y ai mis un ESP32 au cul. Tu codes vite fait un petit truc. Alors là, pour le coup, maintenant, j'utilise l'IA et je gagne un temps de malade. On le répétera jamais assez. Mais tu vois, tu prends un truc comme Windsurf pour gérer. Tu dis, putain, j'ai besoin de faire un script. Où là, il détecte. J'ai un ampli. Un exemple tout con. J'ai un ampli à la maison qui contrôle la salle cinéma, qui contrôle un sous-ampli et qui contrôle le vidéoprojecteur. Et tout ça, en fait, c'est du RS-232. Il est capable de récupérer les informations sur quel programme je suis, sur quel volume je suis et des fail-safe ici et là. 10 minutes de programmation avec Windsurf. Et RS-232, ça fait longtemps que j'avais pas entendu cet acronyme. Ça, ouais, mais ça marche encore. C'est clair. Hein. Avec une petite puce Max 232, tu soudes juste un RxTX, un ground et un voltage. Puis après, c'est juste tu envoies en sériel les informations et ça marche. Non, mais, tout à fait, non mais bien sûr. Et c'est ça pour moi qui est la vraie beauté de Home Assistant, c'est que contrairement à plein de solutions, on parlait de la fondation qu'ils ont fait. Il y a le programme ESP Home qui tourne avec la fondation, qui est automatiquement reconnue et montée sur Home Assistant, et qui, dès que tu as besoin de faire des trucs, je dirais un peu n'importe nawak, où tu as vraiment envie de contrôler les choses toi-même, et que tu aimes bien jouer avec la microélectronique, tu peux développer, tu vois, tes propres cartes d'interface avec tes systèmes. Et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'ils ont un programme qui est génial avec du satellite, avec le programme Wyoming, qui te permet de faire avec l'ESP32C principalement, tu as la possibilité de te faire des petits satellites qui captent la voix. Et moi, voilà, comme celui-là, par exemple. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est à la fois une enceinte Alexa respectueuse de ta vie privée, mais en plus une enceinte connectée intelligente. Donc, c'est le meilleur des deux mondes et en plus, c'est chez toi. Tu peux nous faire un exemple? Ouais, alors, Okenabu. Voilà, il se réveille. Il est quelle heure? Il est 14h04. Bon, voilà, j'ai une horloge. On fait plus simple comme horloge. Mais à côté de ça, alors je sais pas si vous allez le voir, mais je vais allumer une lampe qui est au plafond là-bas. Okenabu, allume le panneau LED. Est-ce que vous avez vu que ça s'est allumé sur le côté là? Le panneau LED grotte. Éteint. Waouh. Okenabu. Éteint. Qu'est-ce que je dois éteindre? Ah, le panneau LED. Il a perdu le contexte. Voilà, bon. C'est fait. C'est fait, il dit. Et donc là-dedans, alors ça c'est intéressant parce que c'est fait par une boîte qui s'appelle Nabucasa, qui est une entreprise qui a été créée par le fondateur de Home Assistant et qui a petit à petit embauché la plupart des contributeurs majeurs du projet. Alors comment ils se financent? Ils ont un service qui s'appelle Home Assistant Cloud, qui fournit un accès sécurisé
à votre instance Home Assistant sans que vous ayez besoin d'ouvrir des ports internet sur votre box, etc. Il fournit aussi des services de text-to-speech, speech-to-text, des choses comme ça. Mais je dirais ça c'est plus j'allais dire un bonus. L'idée, c'est pour 5 € par mois, on finance le projet en fait. Et ils ont petit à petit. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce projet est aussi actif, c'est qu'ils ont mis en place une structure qui permet de financer l'open source. Donc ça, si on met ça en parallèle avec tout un tas de projets open source, c'est aussi super intéressant d'un point de vue fonctionnement parce que ils ont réussi de faire de Home Assistant un projet qui est financièrement pérenne en fait. Ils ont assuré la pérennité long terme du projet. Donc techniquement là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un microcontrôleur ESP32. Un micro, alors c'est avec un capteur particulier qui fait élimination des bruits de fond, etc. Et un petit haut-parleur. Et puis un truc que j'adore moi aussi, c'est qu'il y a une petite roulette là, un peu comme les iPods d'origine, qui permet de régler le volume, d'autres choses, et un petit bouton au milieu. Voilà, c'est joli, c'est cool, quoi. Et t'as un port jack. Et ça, oui. C'est ouf. Il y a un port jack dessus. Oh là là, et moi, c'est directement connecté à un vieux caisson 2.1 Logitech que j'ai depuis 1 milliard d'années, mais vu que je jette rien, parce que rien ne se jette, tout se transforme chez moi. Du coup, c'est mon enceinte connectée de la cuisine, le module là. Voilà. Et je voudrais revenir sur ce que tu disais, Erwan, par rapport à ESP Home. Tu disais, si vous aimez la microélectronique, alors moi je dirais, vous n'avez pas besoin d'aimer la microélectronique, parce que c'est ça qui est super intéressant. Moi, en tant que dev, j'ai vu le projet OSP Home, je me suis dit, ah cool, je vais pouvoir coder mes petits microcontrôleurs et les mettre sur ma domotique. Et en fait, j'ai été déçu, parce que le code, c'est juste de la configuration YAML de modules qu'on met dessus. Donc en gros, on va trouver sur AliExpress ou sur des sites spécialisés type SparkFun ou Adafruit des petits, typiquement ton capteur de température, Idriss, là, il communique quoi en I2C, j'imagine, truc comme ça. Squaresy, ouais. Voilà, donc en gros, il y a un certain nombre de protocoles standards dans le monde de l'embarqué, et de la même façon que Home Assistant, au cours du temps, ils ont eu plusieurs milliers d'intégrations avec à peu près tout ce qui s'est causé sur un réseau. Côté ESP Home, ils ont plusieurs centaines d'intégrations avec tout un tas d'équipements matériels cette fois-ci. Donc souvent, ils communiquent il y a 2-3 protocoles standards, mais ils font l'intégration qui fait que c'est exposé comme en gros, la sémantique de l'objet est exposée au niveau de ESP Home, on n'a pas besoin de coder. Donc moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça y est, j'ai écrit mon YAML, c'est fini, c'est tout. Ouais. Mais c'est décevant. T'as aussi dans le style, mais ça reste de la programmation, mais c'est pareil, le SDK d'Adafruit, voilà. Quasiment tous les capteurs dedans que tu vas trouver déjà en objet. Par exemple, tu vas trouver l'objet DHT22 déjà configuré. C'est ça, c'est exactement ça. Sur quelle pile tu l'as branché, puis ça marche directement au circuit de pile. Et alors, ce qui est intéressant avec les microcontrôleurs ESP32, c'est qu'ils sont connectés, ils ont le Wi-Fi intégré. Donc, ça veut dire que naturellement, ils se connectent avec Home Assistant, mais aussi qu'on peut faire les mises à jour à distance. Genre, moi, j'en ai qui sont dans les placards, etc. Bon, quand je fais une mise à jour, je vais pas ouvrir le placard, hein, je le fais à distance. Et ils n'ont pas que le Wi-Fi, ils ont le Bluetooth. Et ça peut paraître con parce que le Bluetooth est un protocole, vous m'excuserez mon langage, de merde en termes de sécurité. Non mais c'est la réalité, enfin voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai fait donc. Mais par contre le truc qui est bien, c'est que le module Bluetooth, il te permet de faire une détection. Et moi, j'ai pas mal de capteurs micrométriques à la maison, ce qui me sert plus ou moins d'alarme. Mais là, on parlait des enceintes connectées avec le module, avec Music Home qu'on parlera dans le 2e épisode. Donc, écoutez le prochain Massy. Mais la chose qui est bien, c'est que moi, j'aime bien bouger. J'ai la gigite, je tiens pas en place. Et je passe du bureau au salon à la cuisine, et puis après, je vais dehors. Et ben en fait, il me suit au Bluetooth par l'atténuation en décibels de mon signal. Donc, il est capable de savoir où est-ce que je suis par triangulation, tout simplement. C'est aussi con que ça. Donc, il y a un module qui existe pour ça. Je l'ai même pas codé. Donc, du coup, quand il voit que je commence à passer d'une pièce à l'autre, eh ben, la musique me suit. C'est-à-dire que j'ai pas une stop de ma musique, j'ai un follow de ma musique, ou de mon film, ou de mon machin. Et ça, c'est un confort de vie dingue. Parce que du coup, tu es en train de faire X ou Y chose,
et ben en fait, tu t'en rends même plus compte. Alors, ça peut paraître con, je sais, mais moi, je kiffe, tu vois, le truc où tu arrives, tu sais, à ces maisons intelligentes. Je sais pas si vous vous souvenez de cette vieille série, cette vieille série, entre guillemets, qui s'appelait Eureka, qui était vachement intéressante et tout, où le mec avait une maison qui était vraiment intelligente et qui pensait à lui, etc. Là, on a montré avec le OK Naboo, mais si vous souhaitez mettre un autre keyword pour réveiller votre domotique, vous pouvez. Alors bien évidemment, ils ont déjà codé le Jarvis parce que voilà, tout le monde se prend pour Iron Man. Mais dans la réalité, si tu as envie de faire Aziz Lumière, tu peux. Et ça, c'est un projet qui s'appelle Open Wake Word. Ouais. Parce que là, t'as en plus, c'est ça qui est bien, c'est que sur la voix, la domotique par text-to-speech, tu as différentes solutions. Si ça te gêne pas d'envoyer ta donnée à l'extérieur, tu peux utiliser le text-to-speech de Whisper, d'OpenAI, de Google, de qui tu veux. Si t'es parano comme moi et que tu as une petite carte graphique qui tourne quelque part, eh ben, tu as la possibilité de faire tout ça en local avec un protocole qui s'appelle le protocole Wyoming, qui est vraiment excellent et qui te permet de chaîner les choses comme ça. Et tu vois, moi, à la maison, j'ai 2 langages, le français et l'anglais, parce que j'ai pas mal de personnes anglaises qui viennent à la maison et j'ai besoin qu'ils puissent interagir avec la maison aussi. Ça, tu peux pas le faire avec un Alexa. Ton Alexa, tu l'as configuré en français. Si tu veux avoir un deuxième Alexa qui parle en anglais, il en faut 2. D'ailleurs, chose intéressante, ce petit device-là, donc déjà, il écoute en permanence sur le device, mais il ne transmet rien tant que j'ai pas mis le wake word au Naboo. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, quand je lui donne une instruction, donc il y a une phase de speech to text. Donc là, moi, comme j'ai pas de carte graphique qui tourne en permanence à la maison, j'utilise les services de speech to text de chez Google. Pardon. Et ensuite, l'interprétation de la phrase, elle se fait en 2 phases. Première phase, il y a un modèle local qui est sur l'interprétation de structures de phrases prédéfinies avec des keywords, etc. Donc, Home Assistant va déjà passer sur ce truc-là qui va comprendre des phrases simples. Et s'il ne le comprend pas, à ce moment-là seulement, il peut optionnellement déléguer à un LLM qui va pouvoir faire une compréhension un peu plus sémantique. Donc c'est intéressant parce que on privilégie le local avec la possibilité de mobiliser des ressources externes si besoin en fait. Et l'LLM, ça pourrait être dans notre petit module local, quoi. Absolument, bien sûr. Et le truc qui est vraiment bien sur ce sujet-là, c'est que si pour X ou Y raison, tu as besoin de débrayer les choses différemment, tu peux séquentiellement lui dire, OK, en fait, je n'ouvre à la voix que ces entités-là. Et ces entités-là, je vais leur donner un nom qui est phonétiquement plus facile. Tu vois, par exemple, moi, j'ai 15 lampes dans le salon. J'exagère le trait, mais tu vois, je ne vais pas dire lampe 1, lampe 2, lampe 3. Je vais dire, tiens, lampe vers la fenêtre. Et c'est pas le nom de l'entité. C'est le nom vocal que j'ai donné à cette entité. Et pour éviter qu'ils perdent du temps, parce que là, quand tu as plus de 2000 entités, et s'il devait passer sur toutes pour réfléchir, il va te faire des hallucinations comme seul l'IA sait le faire. Là, moi, je dis, bah, OK, il y a peut-être 15, 20, 30 entités qui sont ouvertes à la voix. Et je peux les débrayer différemment avec d'autres phonétiques si je le souhaite. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et d'un point de vue sécurité, c'est important aussi. Typiquement, ma chaudière n'est pas accessible à la commande vocale. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Et que j'ai pas envie que, à cause d'une erreur d'interprétation, le machin, il coupe le chauffage, par exemple. Ouais. Ou que ta femme dit j'ai froid et d'un coup, la chaudière se met à tourner pleine balle. Parce que ça aussi, c'est ça qui est un truc qui est bien, c'est que si tu arrives à le connecter avec un LLM, donc moi c'est connecté avec un Olama sur un Lama 3.2 customisé des oignons, si je lui dis je suis dans le bureau, j'ai chaud, il va me dire est-ce que je baisse le chauffage ou je ferme la fenêtre? Tu vois là où tu commences vraiment à avoir une interaction et c'est pas juste tu gueules un ordre à un esclave et il le fait. Là il se passe ça et il est capable de dire ok j'ai différentes solutions parce que j'ai ça qui est ouvert. Quelle est ta préférence? Et ça je trouve que on arrive justement sur cette maison intelligente que je rêve depuis que je suis gosse quoi parce que je trouve ça génial. Et en vrai, si vous utilisez des Olama et des choses comme ça, moi c'est une réflexion que je suis en train d'avoir avec notre
notre moteur serverless, c'est qu'on n'a plus besoin de Home Assistant avec tout ce qui est call function, MCP, etc. Puisque au final, tu peux directement lui donner ton ordre ou même ton prompt en fait. Et après, tu lui dis d'invoquer ton script que tu exposes en serveur MCP ou en autre chose. Et il est directement capable de l'invoquer directement avec le LLM. Donc ça, c'est un truc aussi qui fait que potentiellement, moi, je suis en train de me passer de Home Assistant maintenant. Alors, sauf que Home Assistant a des intégrations comme serveur MCP, donc qui va exposer toutes les actions disponibles sur ton équipement comme des tools à des agents, et aussi il est évidemment client MCP pour pouvoir utiliser différents services. Donc il le fait aussi. Tout est dans tout et réciproquement en fait. Ça c'est. Et si des fois vous avez des besoins d'extension qui vont au-delà de ça, la partie d'automatisation de script te permet d'ouvrir un webhook pour faire des entrées. Par exemple, moi j'ai des outils pour ma collection de films ou de musique. Quand je rajoute un nouveau film dans le Media Center, envoie tout de suite une notification à mon Home Assistant pour prévenir en disant tiens, il y a un nouveau film qui est disponible sous telle variation, etc., etc. Et ça, c'est juste un webhook que j'ai ouvert et qui après fait une notification directement sur l'application du téléphone. Donc moi, je suis sous Android, donc je ne connais pas trop comment elle marche sous iPhone, donc je ne peux pas parler de ce sujet-là. Mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes en arrière, je parlais des capteurs micrométriques qui sont capables de détecter les phases de sommeil. Et là, j'ai développé un truc qui est tout con, qui détecte mes phases de sommeil et qui règle le réveil de l'Android et le réveil sur la montre par rapport à ces capteurs-là. C'est-à-dire que le Home Assistant ne s'arrête pas à juste ta maison. Si tu veux pousser des choses sur ton téléphone, des notifications push ou autres, tu as cette possibilité. Et franchement, et réciproquement aussi, l'application sur le téléphone, alors en opt-in, on choisit, expose tout un tas de capteurs à l'application Home Assistant. Alors, typiquement, sur quel réseau on est connecté, quel est le niveau de charge de batterie, des trucs comme ça, mais aussi la prochaine heure de réveil, quand vous avez utilisé le téléphone comme réveil. Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir synchroniser, en gros, l'heure de réveil que vous avez programmée sur le téléphone avec l'allumage de la maison, le démarrage de la cafetière ou des trucs comme ça. Simplement en changeant l'heure de réveil du téléphone. Voilà. Mais c'est ça en fait. En fait, sky is the limit. Open Assistant, tu peux en faire ce que t'en veux. Du truc le plus simple, entre guillemets basique, sans que ça soit péjoratif, mais une fonction simple avec juste une tablette murale ou ton téléphone, à des trucs de tarés comme moi qui poussent mémé dans les orties matin, midi et soir jusqu'à essayer de lui prouver par A plus B que ça ne marche pas. Et franchement, j'ai jamais été limité. Voilà, et là on voit vraiment, pour moi, la puissance du modèle open source, parce qu'en fait, pourquoi ça existe ces trucs-là ? Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit « Oh, je pourrais commander la cafetière avec l'heure de réveil de mon téléphone. » Il l'a fait, il l'a codé, et maintenant on est là « Oh, c'est cool ça, et je vais l'utiliser. » Voilà, ça c'est. Je pense qu'un constructeur propriétaire, un Samsung ou Philips qui font leurs applications, n'aurait jamais pensé à ça en fait, jamais. Et je pense qu'avec ça, on a la parfaite conclusion pour ce premier épisode. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans ce monde fascinant. Maintenant, dans le prochain épisode, on va s'attaquer au projet le plus fou que ces trois fous que j'ai en face de moi ont fait ces derniers temps. À quoi qu'est-ce qu'ils sont automatisés? Cuisine, jardin, salon, les champs autour. Donc, on va dire à très bientôt tout le monde. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.